Je vais essayer de faire 20 minutes de présentation et être plus synthétique pour avoir plus d'échanges avec vous. C'est souvent ce qui m'intéresse. Voilà, donc comme on le disait, on est une soixantaine de personnes aujourd'hui chez Tekin. On ne vient pas de cette industrie à la base, bien que mon papa, qui est d'ailleurs là-bas, vient de cette industrie. On n'est pas du tout des gens du métier. Moi, je viens du solaire photovoltaïque, mon associé vient de l'industrie automobile, on a des gens qui viennent de l'impression 3D, on a un astrophysicien dans l'équipe. Voilà, donc on est une soixantaine de personnes qui ne venons pas de base de l'industrie textile et on se met dans des situations de production tous les jours pour pouvoir se dire quelles sont les technologies les plus efficaces et adaptées aux problématiques de production qu'on rencontre tous les jours. La vision, c'est de se dire à quoi va ressembler l'industrie de la mode du côté production, pas du côté vente, mais du côté vraiment production, dans 5, 10 ans, 15 ans, et quelles sont les technologies qui sont nécessaires pour arriver à cette industrie. La motivation de Tekin, elle est sociale et environnementale. Le levier, il est économique, c'est-à-dire qu'on se pose avec les marques, on regarde avec les marques combien ça coûte de produire un vêtement, mais surtout combien ça coûte de le vendre. Quand on se dit qu'aujourd'hui, un tiers des vêtements qui sont produits ne sont jamais vendus ou jamais portés, parce que vous pouvez acheter des vêtements pour le prix d'un sandwich, parce qu'ils sont en solde et ils ne valent plus rien. Ça a un coût, et donc ça ne sert à rien d'acheter des vêtements, vous le savez tous, pas cher à l'autre bout de la planète si c'est pour en vendre la moitié à 50% de décote. Ça, c'est un petit peu l'origine du projet de Tekin. C'est mon associé Pierre qui venait de l'industrie automobile et qui avait fait pas mal de restructuration financière de boîtes. Il s'est dit, tiens, il y a des entreprises aujourd'hui qui achètent des vêtements à 10 euros, qui les vendent 70 euros, et pourtant qui perdent de l'argent. Où est-ce que part la valeur? Et si on était capable finalement de produire des vêtements pas à 10 euros, mais à 20 ou à 25 euros, mais de tous les vendre à 70 euros, on serait capable de rapatrier de façon massive et pérenne de la production textile en France et en Europe d'une façon générale. Et c'est vraiment ça le point de départ, c'est de se dire comment on s'inspire des technologies et de la philosophie Lean qui est beaucoup présente dans l'industrie automobile pour l'appliquer à l'industrie textile. Et ça passe essentiellement par la digitalisation des étapes de production. J'entendais ce matin Deveau qui expliquait toute sa partie digitalisation. C'est exactement ça, à notre moindre échelle, bien entendu. C'est comment fractionner la production permet d'avoir une production qui est tirée par le client le plus final possible et donc de ne produire que ce qu'on va vendre. Voilà pour l'intro générale de où on vient et ce qu'on fait. Ah super, génial. Voilà, donc sur le marché, on a un marché qui est de plus en plus concurrentiel, qui est de plus en plus volatile, qui demande de la durabilité. La planète brûle, faut qu'on se grouille, il n'y a pas beaucoup de temps. Les modes de distribution des produits dans les marques sont de plus en plus digitaux. On était avec Bash il y a 2 jours, ils font 30% de leurs chiffres sur Internet maintenant. Et on a des micro-phénomènes qui sont de plus en plus imprévisibles. Une personne qui va se prendre en photo, une influenceuse qui va se prendre en photo avec un modèle, les ventes vont complètement décoller. Je mets au défi n'importe quel expert de l'IA de prévoir un phénomène comme ça. Ça sert à rien d'essayer de prédire l'avenir. Il vaut mieux être très réactif sur la chaîne de production pour justement répondre à ces demandes qui sont très variées et très flexibles. Donc ça, c'est les demandes du marché. Et pour vraiment caricaturer, je vous le dis, on le fait avec beaucoup de modestie et il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais c'est une industrie qui, en effet, est aujourd'hui pas très connectée, pas très digitale, qui est beaucoup manuelle. Il y a énormément de tâches chronophages. Et comme nous, on vient fractionner la production, eh ben, on explose au carré le nombre de tâches chronophages. Et qui est polluante, ça on le sait tous, mais heureusement en France et en Europe elle est de moins en moins carbonée et de plus en plus propre. Donc notre mission c'est de dessiner l'industrie textile 4.0 pour un impact social, environnemental et économique majeur. Donc c'est simple, Tekin c'est quoi aujourd'hui? Tekin c'est une plateforme web qui vient présenter l'ensemble des informations d'un cycle de production d'un vêtement, soit du côté de la marque, soit du côté de l'atelier. Et cette plateforme web, elle est alimentée par des applications mobiles qui sont dédiées, qui sont mises dans les ateliers de confection, qui commencent à être mis chez des tisseurs imprimeurs et qui sont utilisées par les logisticiens.
Et c'est aussi, donc si vous avez un tout petit peu entendu parler de Tekin, vous avez sûrement vu des photos de machines dans notre tech center qui est à Saint-Denis, au nord-est de Paris, dans lequel on a une quinzaine de personnes qui sont en production quotidiennement, puisqu'on se met volontairement en situation de production. Ce sont aussi des machines connectées, donc c'est de l'industrie 4.0, ça veut dire que tout ce qui se passe sur ces lignes de production, on le sait en temps réel, l'information remonte directement sur un grand cloud, et c'est partagé à travers cette plateforme web et ces applications mobiles. Le but de tout ça, c'est d'avoir une industrie qui soit collaborative, où l'information soit disponible pour un maximum de personnes, et du coup qui puisse être très agile. On est toujours reparti du besoin des marques et des ateliers de confection, et tous nous ont dit on passe un temps de dingue, juste par exemple à savoir un état des stocks des matières. Et une fois qu'on l'a, en général, il s'est passé 3 semaines, et donc il est déjà faux, et donc on ne peut plus se baser sur cet état des stocks de matières, puisqu'il s'est passé 3 semaines de production entre le moment où on a demandé à l'atelier, le moment où dans l'atelier ils ont été vérifiés, le moment où l'information est remontée, elle a été donnée à la chef de produit qui a fait ça, et puis il y a eu la réunion avec la chef de groupe, le tissu a déjà été consommé pour moitié. Et ça, c'est la réalité des marques aujourd'hui sur ces circuits de production. Donc, voilà, Tekin, c'est surtout toute cette partie de digitalisation, c'est comment on fait en sorte de digitaliser toutes les étapes de confection, toutes les étapes de production d'un vêtement. On démarre au rouleau et on s'arrête au produit fini. Les intérêts de ça, les bénéfices fondamentaux, c'est donc une plateforme SaaS collaborative. SaaS, c'est très important. J'en parlais avec 3 personnes ce matin. Est-ce que demain, les entreprises agiles et qui vont performer sur leur secteur vont être des entreprises qui vont avoir des gros ERP type SAP, très internalisés et pas du tout partagés avec d'autres personnes? Ou est-ce que ce sera plutôt des boîtes qui vont utiliser des services collaboratifs? Le mail en est le premier exemple, mais vous prenez des plateformes comme Slack, des plateformes comme Payfit, des plateformes comme Alan, tous ces nouveaux services qui arrivent, on paye un service au mois pour avoir l'usage d'un service qui ne fait que s'améliorer. Notre vision, elle est beaucoup plus dans ce sens-là, de se dire les entreprises qui seront agiles et efficaces demain, ce sont des entreprises qui auront pris quelques plateformes SaaS très très interconnectées et qui permettent d'être hyper précis sur un marché. On parlait ce matin aussi des connexions entre Spotify, pas Spotify, Shopify, pardon, donc tout ce qui est gestion de vente en ligne, et QuickBooks, logiciel de comptabilité. Aujourd'hui, ces 2 plateformes sont connectées. Et donc, on gère tout un cycle de vente sans aucune action manuelle chronophage. Et comme le monde de la mode se fragmente et devient de plus en plus difficile à gérer, si on n'automatise pas toutes ces étapes-là, ça devient ingérable. Donc cette notion de plateforme collaborative, elle est essentielle. Le deuxième point, c'est une plateforme conçue par des industriels, producteurs et utilisateurs. On a les pieds dans la production. Je vais être honnête, il y a 4 ans, quand on s'est lancé là-dedans, on ne savait absolument pas les problématiques qu'on aurait eues. On pensait que c'était simple, vous prenez un tissu, vous le déroulez, vous le coupez, facile. Vous prenez des étiquettes, vous les imprimez, c'est facile. En réalité, c'est excessivement plus compliqué que ça. Mais c'est en situation de production qu'on a pu se permettre justement de développer l'ensemble de ces technologies et de les faire pour les industriels, pour les ateliers de confection et pour les marques. Donc on a des outils en effet de coupe connectée et d'une façon plus générale des outils de robotique qui justement permettent de digitaliser, de faire remonter l'information et de savoir où on en est du cycle de production. On est vraiment sur une logique d'écosystème, c'est-à-dire qu'on est assez persuadé que si vous utilisez Doctolib aujourd'hui ou si vous utilisez Blablacar, c'est parce que d'une part, l'outil est efficace et intuitif, et deuxièmement, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes dessus. Et donc cette logique-là, c'est quelque chose qu'on voit qui est très présente en Asie, cette logique collaborative autour de plateformes et de remettre l'ensemble des industriels, des ateliers de confection autour de plateformes collaboratives pour échanger ces informations et aller très vite. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi aux États-Unis et qu'on voit très peu en Europe. Et pour nous, la richesse de cette collaboration, elle est énorme et elle peut être rendue par le digital. Et c'est ce qu'on voit en tout cas au quotidien. C'est que la capacité de partager cette information entre tous les acteurs de la chaîne de production permet d'avoir une chaîne de production très très agile et très très rapide. Et le dernier point, je vous le disais tout à l'heure en intro, notre motivation elle est sociale et environnementale. La planète brûle et faut se grouiller. C'est aussi pour ça qu'on lève des fonds, on le fait aussi avec beaucoup d'humilité. Mais c'est simplement que c'est un marché, le marché du prêt-à-porter en Europe en valeur de production, c'est 170 milliards d'euros. Donc c'est un marché quand même relativement grand.
et qu'aujourd'hui, en moyenne, il y a un vêtement sur 3 qui est vendu, qui n'est jamais porté ou qui n'est jamais porté. Donc la taille du défi fait que lever des fonds pour aller adresser ces problèmes de ce marché-là, ça fait du sens, parce que ce sont des problèmes qui sont majeurs et que le marché est suffisamment grand. Voilà, si on s'était développé qu'avec l'argent de nos clients, je pense qu'on serait encore 4 dans un garage et ça n'irait pas suffisamment vite. Ouais, une slide très rapide sur, en effet, on a regardé pas mal d'études, mais sur la logique de se dire quel est le coût de ces tâches chronophages qu'on fait. Et justement, Deveau en parlait ce matin, c'est exactement ça. C'est la personne reçoit un fichier, elle doit le mettre dans un dossier, elle doit le sauvegarder. Ça marche quand on a un tissu par jour, mais quand on commence à en avoir 15 ou 20 ou 35, on passe énormément de temps à faire des tâches qui sont répétitives, chronophages. Et le développement des produits et les lancements de production, c'est exactement ça. Et donc comme nous, notre cœur de métier, c'est qu'on va voir les marques et on leur dit, au lieu de produire une fois 3000 pièces, d'attendre 15 semaines, de mettre en vente et puis de croiser les doigts, et en général, on sait toujours ce qui se passe, c'est que les très bons produits sont adoptés en 2 jours et les mauvais produits finissent dans des entrepôts logistiques et ne sont jamais vendus ou alors vous connaissez tous la suite. Notre métier, nous, ce qu'on va dire, au lieu de faire 3000 pièces en une fois, on va faire 10 fois 300 pièces. Et dans chacune de ces 300 pièces, on va adapter chaque semaine, s'il nous faut, 17 robes vertes, 142 robes rouges, 28 robes bleues en taille 36 avec des manches longues ou des manches courtes. Et comme on est sur cette logique de très fractionné et qu'on gère la production à la granularité de la pièce, eh ben on est sûr de ne produire que ce qui se vend. Le problème de ça, c'est que ça engendre beaucoup de tâches chronophages, beaucoup de tâches administratives. Donc c'est pour ça qu'on les automatise et qu'on les digitalise. Donc voilà, l'impact du temps gagné par ces outils digitaux, il est d'autant plus important que quand on veut produire à la demande, on fractionne d'autant plus. Et comme on fractionne d'autant plus, il faut avoir des outils qui soient simples et agiles. Du coup, on se retrouve avec une chaîne d'approvisionnement qui est collaborative, qui est en temps réel et qui est optimisée. Et les bénéfices, d'abord, c'est customer-centrique. On produit les vêtements que les clients veulent. C'est con, mais quand on est 15 mois d'attente ou quand... c'était l'ancien directeur de Pimki qui disait, quand il était arrivé là-bas, il ne comprenait pas parce que les gens parlaient de la saison en cours. Et en fait, ils étaient en 2020 et puis les gens parlaient de l'été 2021. Donc il disait, c'est pas possible, les gens sont complètement déconnectés finalement, ils pensent des collections 18 mois en avant. C'est plus du tout dans l'air du temps. C'est rentable et ça on le prouve. Toutes les productions qu'on passe, dès lors qu'elles sont bien faites en production à la demande, sont excessivement rentables, tant bien même qu'on produit moins de vêtements. Ça veut dire qu'on vend plus de vêtements plus chers, au bon prix, on vend moins de vêtements en solde et on a moins de surstock en fin de saison. Donc c'est radical, c'est très efficace. On avait des doutes au départ, et là c'est bon, on n'a plus de doutes, on l'a prouvé. Voilà quelques ordres quelques présentations. Donc c'est une plateforme qui est relativement simple, très intuitive et qui permet de suivre l'ensemble des étapes de production d'un vêtement avec les différents délais de livraison, avec les différentes choses. Je vais avancer un petit peu plus vite. Et donc, on a en effet aussi des outils de connexion, des outils de production digitaux. Ce qu'il faut bien se dire derrière ça, en fait, c'est que pourquoi on a développé ces outils? Parce qu'on a une vocation à être scalable, ça veut dire à déployer massivement l'ensemble de ces outils de production en Europe. Et on a une logique de développement itératif. C'est-à-dire que chaque semaine, on va faire des nouvelles releases, des nouveaux déploiements de nouvelles technologies. On le fait très facilement sur du soft, sur du logiciel, mais en fait on se rend compte qu'on peut aussi le faire sur du hard, sur des machines. Et donc les lignes que vous voyez là étaient complètement différentes 4 mois avant, puisqu'il n'y avait pas les modules avant, il n'y avait pas les modules de picking après. Et on ne cesse d'avancer comme ça et de déployer des innovations aussi sur le matériel. C'est possible, ça ne coûte pas forcément très très cher. Et aujourd'hui on a plein de ressources pour pouvoir faire tout ce qui est du développement de machines en situation de production très rapide et très itératif. Voilà, les bénéfices, vous l'avez compris, c'est être axé sur le client, d'être durable, de pouvoir aussi élargir pour une marque sa gamme de produits, parce qu'elle part d'un tissu et puis finalement elle peut faire 17 produits dans 8 tailles. Elle s'en fout puisqu'elle va chaque semaine réapprovisionner uniquement les produits qui se vendent. Donc adresser beaucoup plus aussi de besoins des clients et pas de surproduction. Au niveau financier, en moyenne, et ça donc c'est issu des cas qu'on a vraiment, c'est-à-dire tous les cas qu'on analyse et que je vais vous présenter après, on augmente plus ou moins les ventes de 30%, on baisse les niveaux de stock par 2 à 10,
on réduit le BFR de 1,5 à 4, on baisse forcément les taux de solde de 5 à 40%, et il n'y a plus de coût de recyclage, puisque l'upcycling, c'est chouette, mais c'est quand même mieux si on arrive à éviter de se retrouver dans une situation d'upcycling. Voilà, notamment avec Mi83, on travaille sur qu'est-ce qu'on fait des chutes de production du squelette, et on se rend compte qu'il y a encore des bouts de tissu qui sont quand même tout à fait bien, mais qui sont physiquement pas possibles de faire des plans de découpe encore mieux que ça. Mais on se dit on pourrait potentiellement faire d'autres choses, des portefeuilles, ce genre de choses-là, pour réduire au maximum la chute fatale qui est le squelette du tissu. Et voilà, et tout ça, malgré entre guillemets notre rémunération, on dégage en moyenne une marge supplémentaire de 10% pour la marque. Très concrètement, parce que c'est un petit peu théorique tout ce que je vous ai présenté, une marque, la Redoute pour ne pas la citer par exemple, va être sur un imprimé décliné sur 3 modèles, donc une chemise, une blouse, une robe et une jupe. Et donc en orange, tout en haut, vous voyez, c'est ce qu'elle aurait commandé. Elle aurait commandé 1600 pièces d'un coup, et puis ensuite elle aurait mis en vente, puis elle aurait attendu. Nous on dit, bah non, on fait surtout pas ça, vous faites complètement l'inverse. Vous faites 300 pièces, on fait 300 pièces de mise en place, on attend une semaine de voir quelle est la tendance du marché, et au bout d'une semaine, on recommande, on vous fige une réservation de capacité de 220 pièces, c'est-à-dire que vous, Redoute, vous vous engagez à produire 220 pièces par semaine pendant cette semaine, ici dans cet exemple. Par contre, vous choisissez ce que vous voulez dans ces modèles. Vous choisissez si vous voulez faire que des blouses en taille 36, vous ne faites que des blouses en taille 36. Et si vous faites n'importe quel mix. Et en fait, les hypothèses de la marque, c'était de dire on aurait une répartition égale sur ces 3 modèles, 533, avec une courbe de taille qui est une gaussienne, qui est voilà, le truc, la gaussienne que tout le monde prend. La vraie vie, c'est que la blouse était un carton. Ça veut dire qu'en réalité, on en a produit 960 et pas 533. Que la jupe était un flop. Donc c'était un cas parfait. On était très content de voir ce cas-là. Flop total. Et que normalement, la Redoute aurait transformé la moitié de cette matière-là dans un produit qu'elle n'aurait pas réussi à vendre. Alors que cette matière aurait vraiment voulu être achetée par plein d'autres personnes qui voulaient acheter une robe. Trop con, désolé, non, le produit est en stock, il est dans les entrepôts logistiques. On ne va pas désosser les robes pour faire des jupes, sinon ça s'appelle de upcycling et ça coûte très très cher. Et finalement, sur les robes, on se dit, là, ils avaient bien anticipé. Et en fait, quand on regarde la répartition des tailles, c'était une robe plutôt ample qui allait très très bien pour des tailles hautes, et donc il s'est vendu beaucoup plus de tailles hautes que de tailles basses. Et donc on a aussi résolu ces problématiques de courbe de taille. Et donc cette logique de s'adapter au fur et à mesure, là ce que vous voyez, c'était un autre exemple avec Cyrillus, on avait 4 manteaux sur 6 matières différentes. Dans cette taille, on se retrouvait avec 168 SKU, 168 positions de stock. Donc le quotidien du chef de produit chez Cyrillus, c'est de dire, ok, moi je dois prendre une boule de cristal et à un moment faire un chèque en disant que sur ces 168 positions de stock, je parie qu'il y en a 50 qui vont être vendues là, 60 qui vont être vendues là, 80 qui vont être vendues là, c'est de l'ordre de l'impossible. Le fait de fractionner à la semaine, ça permet simplement justement de ne produire que ce qui est nécessaire et de suivre la tendance en fonction des demandes. Et cette tendance, elle est extrêmement difficile à schématiser. En tout cas, nous, on n'a pas trouvé la recette magique ou l'algo qui montre que quand un produit démarre bien en début de saison, ça va faire un top. Ce n'est pas le cas. On a des exemples qui montrent que ce n'est pas le cas. Qu'on a des produits qui passent 8 semaines en magasin et puis tu comprends pourquoi les 2 dernières semaines, ils explosent complètement. C'est très, très, très irrationnel et très difficile de prévoir ces volumes-là. Et finalement, dans la répartition des tailles, ce que la marque imagine en général est relativement différent de ce qui se passe dans la vraie vie. Notre motivation elle est environnementale. Le fait de produire moins, c'est moins de matière. 70% de l'impact CO2 d'un vêtement, c'est avant sa confection. Et donc, tous les vêtements qu'on ne produit pas sont autant de CO2 qui sont évités. Et on accompagne beaucoup les marques dans ces calculs-là. Voilà, on bosse aujourd'hui avec une quinzaine de marques. D'un côté, des grands retailers qui sont vraiment en train de changer leur modèle de sourcing. Et puis de l'autre côté, des marques comme Mi83, le Green Griot qui est là aujourd'hui, qui de base partent sur des bases plus saines et avec lesquelles c'est aussi très simple d'avancer sur des logiques de production à la demande. Voilà, on est donc une soixantaine de personnes. Pour faire très simple, il y a une dizaine de personnes en production, il y a une dizaine de personnes qui sont au quotidien avec les clients et une quarantaine de personnes qui développent ces technologies digitales et robotiques pour faire en sorte que tout ça soit possible. Voilà pour la présentation.